C'est l'heure de politique sur France 24. Bonjour à tous et bienvenue à nos éditorialistes. Bonsoir Valérie Lecable. Bonsoir Olivier. Éditorialiste au journal Point Info. Merci d'être là. Bonsoir Roland Quérol, politologue, enseignant et chercheur à Sciences Po. Merci de votre présence et bonsoir à vous Stéphane Vernet. Bonsoir. Éditorialiste et rédacteur en chef délégué à Ouest France. On va parler de l'Algérie. Après la libération de Boualem Sansal, il y avait l'espoir pour la France de voir libérer des geôles algériennes le journaliste Christophe Glaise. Mais la justice algérienne l'a condamné hier en appel à 7 ans de prison. Est-ce encore une fois un homme, Christophe Glaise, qui est instrumentalisé par les relations franco-algériennes, Roland ? Oui, sûrement. D'abord, c'est la dictature algérienne qui se sert en permanence de la possibilité de mettre en prison les gens et d'attendre et d'attendre encore jusqu'à ce que, éventuellement, la diplomatie française arrive à trouver des arguments ou des moyens d'échange qui puissent satisfaire les généraux algériens et donc le président Tebboune. Ça a été long pour Boualem Sansal, ça a duré exactement 1 an, à un jour près. C'est encore plus long pour Christophe Glaise parce que il est moins connu, ses supporters sont moins nombreux et moins présents, et parce que la dictature algérienne doit montrer qu'il n'y a pas le même traitement pour tout le monde, que ça dépend de la gravité des faits. Boualem Sansal a été condamné à 5 ans, lui à 7 ans. Il peut encore attendre un peu dans les geôles du pouvoir. Mais est-ce que, Valérie, Stéphane, c'est en gros du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on sait que Laurent Nunez va aller en Algérie bientôt, est en train de se préparer, on va l'écouter d'ailleurs, mais est-ce que dans le fond, sur les dossiers, les dossiers irritants, comme la délivrance des laissez-passer consulaires, est-ce que il est en quelque sorte une sorte de monnaie d'échange ? On avait l'impression que ça se passait un petit peu différemment pour lui par rapport à Boualem Sansal, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas, comme l'a dit Roland, un symbole politique en quoi que ce soit. Il n'est pas écrivain, il n'est pas intellectuel, il n'a pas de prise de position politique connue. C'est un journaliste sportif, donc on ne voit pas trop de quelle monnaie d'échange il peut s'agir. En écoutant son frère ce matin sur une radio qui était extrêmement touchant et intéressant, ce qu'on comprend de l'histoire, c'est qu'on leur avait préconisé, son avocat avait préconisé d'avoir une défense dite soft, c'est-à-dire avec des allers-retours diplomatiques entre la France et l'Algérie, de ne surtout pas employer la méthode forte qui avait été mise sur la table pour Boualem Sansal, et au contraire de trouver un accord et un compromis entre les deux. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que c'est vraiment la surprise générale. C'est-à-dire qu'il a dit, je pensais que mon frère allait être libéré hier soir. Donc il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a eu un malentendu, une mauvaise compréhension. En tout cas, ça c'est clair, net. Ou alors un faux semblant de la part de l'Algérie vis-à-vis de la France, ce qui est tout à fait envisageable. Donc maintenant, la famille est confrontée à une double situation. Soit ils vont en cassation pour interrompre l'appel, soit ils demandent la grâce. Mais s'ils demandent la grâce, ça empêche la cassation. Donc c'est un dilemme considérable. Est-ce qu'ils ont plus de chances d'obtenir la grâce ou la cassation ? La grâce serait sans doute plus rapide, mais peut-être plus aléatoire aussi. Donc c'est un espèce de... Ça doit être terrible quand même d'être en prison et de se dire je suis otage de quelque chose qui me dépasse complètement et qui est la relation entre deux pays. Ouais. Et d'ailleurs, Stéphane, on va écouter Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui affirme que le dialogue a repris et que son déplacement à Alger est en discussion. Il y a des discussions qui sont en cours, on va les poursuivre, mais en ayant en tête, évidemment, qu'on souhaite vivement que Christophe Glaise puisse être libéré. Et dans les discussions qui s'engagent avec la partie algérienne, ce sera évidemment un élément déterminant. Le déplacement, il aura lieu le moment venu, quand nous aurons engagé ces premières discussions techniques, mais la situation, un peu plus tard que prévu. Peut-être un peu plus tard que prévu, mais en tout cas, la situation de Christophe Glaise sera évidemment, et comptée sur le gouvernement de la France, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et aussi à mon niveau sur le ministre de l'Intérieur, pour peser de tout notre poids pour obtenir sa libération. Stéphane, ce que dit Laurent Nunez, c'est en quelque sorte, oui, je vais aller à Alger, ça se prépare,
Mais il faut qu'à l'issue de ce voyage, il y ait une solution et une libération. Oui, Annoncer quelque chose, en tout cas. Oui, alors je vous rappelle que la libération de Boualem Sansal, en fait, les Algériens ont dit on gracie Boualem Sansal, mais à la demande des Allemands. Et Oui. en fait, on est dans un rapport où en fait le pouvoir algérien ne veut pas donner l'impression qu'il cède ou qu'il est engagé dans un rapport de force avec la France. En fait, le fait de dire c'est les Allemands qui ont demandé la libération de la libération de Boualem Sansal leur permettait de dire c'est pas grâce à la France, c'est pas grâce à vous. Je pense qu'on est dans la même problématique. Et il y a un point qu'on évoque très peu, mais qui me semble intéressant, c'est qu'on est constamment en train de se dire, alors dans le cas de Boualem Sansal comme dans le cas de Christophe Glaise, de dire ce sont des otages d'État, l'Algérie fait pression sur la France, etc. Moi, je crois qu'il n'y a pas que ça, en fait. Il y a autre chose. Je pense que ces deux incarcérations arbitraires et ces deux otages d'État, parce que c'est vraiment de ça dont on parle. Vous appelez ça otage d'État. Non, mais il faut être Oui, clair. non, mais n'ayons pas peur des mots. L'avocat de Christophe Glaise lui recommandait de ne pas utiliser l'expression otage d'État avant l'appel, etc. Ouais. En disant parce qu'il pensait que les choses pouvaient se négocier, obtenir une réponse favorable en appel, parce que le contexte s'améliorait, etc. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on reproche à Christophe Glaise ? D'abord, d'être entré en Algérie avec un visa de tourisme au lieu de se déclarer journaliste et de demander et d'obtenir un visa. Ça, il le reconnaît. Oui, il dit professionnel. Il le reconnaît. des erreurs. Voilà. Ouais. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il a été arrêté ? Qu'est-ce que les autorités algériennes lui reprochent ? Les autorités algériennes lui reprochent d'avoir été en contact avec le responsable d'un club de foot kabyle, qui est également à la tête d'un mouvement qui revendique l'autonomie de la Kabylie et que le pouvoir algérien classe comme terroriste. Mais Christophe Glaise a été en contact avec cette personne entre 2015 et 2017. C'est-à-dire qu'il est arrêté et il est envoyé en prison, il est condamné à 7 ans de prison pour un travail qu'il a fait il y a une dizaine d'années, en fait. Et moi, je dis que, en fait, ce que fait le gouvernement algérien aussi, c'est un message très clair qui est envoyé à tous les gens qui peuvent être considérés comme des opposants au régime algérien ou des relais d'opposants au régime algérien et qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. C'est une façon de dire, c'est pas parce que vous êtes en France que vous êtes hors d'atteinte, et si vous critiquez le pouvoir ou le régime, etc., on saura à un moment ou à un autre vous rattraper, vous coincer. Ouais, enfin, Moi, honnêtement, je crois que, enfin, il y a peut-être les deux dimensions, c'est-à-dire on est dans un bras de fer, des choses à négocier avec la France. C'est regarder l'exemple qu'on donne. Il y a aussi, on réprime et on adresse un message très clair et très violent à tous les gens qui pourraient avoir un discours à l'encontre du pouvoir ou être dans l'opposition ou s'opposer au régime algérien depuis la France. Oui, c'est des menaces. Enfin, je voulais juste ajouter un mot, parce que je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit tous les deux. La justice algérienne, elle est entièrement soumise au pouvoir politique. Donc la cassation, c'est la plus mauvaise solution possible, parce que la cassation fera ce que lui dit le parti ou l'armée ou Tebboune. Il n'y a aucune espèce de latitude d'action des magistrats algériens. Donc la situation ne peut être réglée qu'au niveau purement politique, peut-être en effet avec l'intervention d'un tiers. Comme on a déjà utilisé l'Allemagne, certains pensent que l'Italie pourrait être un excellent intermédiaire parce que Mme Meloni a de bons rapports avec le président algérien. Mais il va falloir organiser tout ça, c'est des pas feutrés, c'est doucement, c'est parfois dans les arrière-couloirs, c'est jamais Tebboune lui-même qui négocie. Oui, des On ne émissaires. sait d'ailleurs pas qui exactement dirige l'exécutif algérien, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais je crois que c'est dans cette voie qu'on s'oriente. Et pour continuer sur ce que vient de dire Roland, ce qui est exact, c'est qu'en Algérie, ils sont extrêmement précautionneux. L'opinion publique algérienne est extrêmement précautionneuse sur le fait que les étrangers à leur pays ne soient pas mieux traités qu'ils ne le sont eux-mêmes en tant que citoyens algériens. Donc, il y a un équilibre politique à conserver, en fait, par rapport aux emprisonnements de personnalités dites politiques étrangères. Et la deuxième chose, c'est que je trouve qu'il y a un fossé, vraiment un fossé, entre ce que la France attendait et ce qui est arrivé.
Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez inexplicable. Est-ce qu'il y a une entourloupe? Est-ce qu'on leur a fait croire des choses? Est-ce que la justice a pris le dessus sur le pouvoir politique et le pouvoir politique n'a pas... Enfin, c'est vraiment très inexplicable, parce que je pense que jusqu'au sommet de l'État en France, les gens étaient surpris, en fait. On va passer au budget, encore et toujours, et celui de la sécurité sociale devenu le sparadrap du capitaine Haddock pour Sébastien Lecornu. Le Premier ministre, encore sous la menace des oppositions, mais cette fois venu du camp de ses alliés. Après les Républicains, Édouard Philippe, président d'Horizon, a fait savoir que son groupe ne voterait probablement pas, en tout cas en l'état, le texte de projet de loi de la sécurité sociale. La raison, hausse de la CSG et notamment la suspension de la réforme des retraites. Alors si encore une partie du bloc central s'en mêle, est-ce que Roland, c'est la fin des haricots ? Oh, c'est jamais la fin des haricots. Dans un régime parlementaire qui parlemente, ça n'est jamais la fin. Il y a encore une étape, puis encore une autre. Il est probable que la première partie du budget de la sécurité sociale soit votée ce soir, mais on voit bien que ça n'est pas fini pour autant, qu'il y a l'autre partie du budget, ensuite il y aura le budget de la nation. Tout ça va durer encore un certain temps, avec une issue pas prévisible pour le moment. Peut-être qu'il faudra une loi spéciale à la fin qui nous ramènera au budget de l'année dernière et on reprendra la discussion en janvier prochain. Bref, vous voulez nous déprimer, bref, ça devient un scandale. Ce régime parlementaire qui est incapable d'avoir le moindre compromis sur quoi que ce soit. On nous a dit, voilà, la France avec ce parlementarisme tripartisan va maintenant être forcée de passer, comme tous les Européens qui nous entourent, à un régime de compromis accepté. Dans tous les pays, avant de faire un compromis, on fait un papier en disant entre les différents partis sur quoi on va être d'accord, chacun faisant un pas vers l'autre. Chez nous, sans le moindre bout de papier, personne ne veut s'engager. Chacun a peur. Les socialistes ont peur qu'on croit qu'ils veulent sauver la Macronie. Les gens de droite républicaine, c'est la même chose. Ils ne veulent pas apparaître comme les béquilles de la Macronie. Du coup, rien ne se passe. Ce sont des incapables. C'est absolument inadmissible d'avoir un Parlement qui agit en permanence de cette façon. Oui, mais depuis le temps que vous suivez l'actualité politique, est-ce que vous avez vu autant d'incapables dans toute votre carrière politique? Jamais. Mais Roland Quérol a une expérience suffisante pour pouvoir affirmer effectivement solennellement ce qu'il vient de dire. Néanmoins, il y en a un, je trouve, qui tire son épingle du jeu, c'est Sébastien Lecornu. Parce que s'il y en a un qui n'a pas peur, c'est quand même lui. C'est-à-dire que lui... il force au compromis, justement. Mais il a dit tout à l'heure à l'Assemblée générale, c'est la nationale, excusez-moi. Il a dit pour la première fois à l'Assemblée nationale tout à l'heure, c'est la première fois que nous allons, depuis la dissolution, depuis 2022, depuis l'élection de 2022 et qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc pas depuis la dissolution, mais depuis 2022, c'est la première fois que nous allons jusqu'au bout, jusqu'au vote d'un texte sur la sécurité sociale. Pour vous montrer dans quel état... C'est-à-dire que la pratique en France, c'est le gouvernement propose, les parlementaires font leurs amendements, etc. Le gouvernement récupère, il utilise le 43 et le 49.3 et le texte passe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les parlementaires ne se sont pas impliqués. C'est ce que vous dites. Ils ne se sont pas mouillés. Ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Comme leur demande aujourd'hui Sébastien Lecornu. Oui, mais d'où certains qui veulent le retour de 49.3. Alors, justement, là, ils demandent tous... S'en laver les mains. Ils ont C'est bien pas raison. certain. Ils veulent tous le 49.3. Parce qu'ils ils ne veulent pas voter le projet de loi de sécurité sociale. Et là, Sébastien Lecornu leur dit, il n'en est pas question. Oui. Lui, il a 39 ans. Il joue son avenir politique. Je serai celui qui a réussi l'inconciliable, le truc qui était impossible à obtenir, etc. Et je vais Donc, selon vous, ça lui donnerait une victoire politique plus forte s'il l'emporte sans 49.3. Mais c'est pour ça qu'il est quand même aussi obstiné que ce qu'il est aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il a démissionné auprès d'Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps. Il était prêt à partir. Il a fallu que Emmanuel Macron... Donc c'est quelqu'un
qui lui est quand même courageux, qui va au bout de ses convictions, qui ne lâche pas le morceau, parce que pour vous dire la vérité, quand vous parliez avec les députés, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il va y avoir un 49-3. Eh bien non, il ne veut pas céder justement à cette possibilité, parce qu'il veut sa victoire politique. Donc on va voir s'il l'obtient ou pas, mais ça a un certain panache quand même. Alors on va l'écouter justement pour l'illustrer, et Stéphane, vous nous direz votre avis. Donc Sébastien Lecornu sur justement le besoin de mouiller sa chemise. Je le redis, il n'y aura pas d'utilisation du 49 alinéa 3 de la Constitution et d'engagement de la responsabilité du gouvernement. Ça veut donc dire que vous avez la responsabilité finale de cette copie. Le gouvernement est toujours à la disposition de l'ensemble des groupes pour arriver à trouver un compromis. Ça veut dire qu'il faut en avoir envie. Ça veut dire aussi qu'il faut s'en donner les moyens sur le terrain technique. Voilà, donc en fait, il donne la responsabilité, ce que disait Valérie est très juste. Mais alors que certains, comme François Hollande, disent pourquoi se priver d'un outil constitutionnel? Allez hop, le 49.3, on fait comme d'habitude, ça passe, on s'en lave les mains et c'est plus facile. C'est très paradoxal, mais le 49.3 est un outil qui a été conçu pour éviter ce type de blocage, et s'il l'utilisait, je pense que ça passerait. Parce qu'en fait, il pourrait imposer un budget, qui sera un budget de synthèse, et personne ne le ferait. Enfin, il n'y aurait pas une majorité. Oui, mais ça passerait dans l'opinion, ça? Oui. Moi, je pense que oui, mais je pense que Sébastien Lecornu, à un côté, il est assez droit, il fait un autre choix. En fait, sa stratégie, c'est la stratégie du ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'il dit non, moi, je resterai droit dans mes bottes. Je me suis engagé sur un certain nombre de choses, j'irai jusqu'au bout, et vous n'avez pas le choix. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Et il met les députés, particulièrement les députés, bien plus que les sénateurs, au pied du mur, en leur disant « Vous n'avez pas d'autre choix que de voter ce budget ». Je vous explique pourquoi. Parce que si l'Assemblée, par extraordinaire, rejetait la partie recette cette nuit ou demain, il y aurait pu, c'est la fin de l'histoire. Et si vendredi, le vote solennel, mardi prochain, le vote solennel final sur l'ensemble du texte est négatif, c'est terminé. C'est terminé. C'est-à-dire que le Parlement s'est prononcé. Il n'y a pas de possibilité d'avoir recours aux ordonnances, puisque le Parlement s'est prononcé et a rejeté le texte. Il faut tout recommencer, c'est-à-dire qu'il faut refaire un PLFSS, on repart à zéro. Et surtout, ce qui se passe, c'est que du coup, il n'y a plus de suspension. Non, il n'y a plus de suspension de la réforme des retraites. Il peut y avoir une continuité les débats sur le PLF, le budget principal, peuvent continuer. Là, ils sont en cours au Sénat, etc. Ils peuvent revenir à l'Assemblée. Mais de toute façon, à partir du moment où il n'y a plus de suspension de la réforme des retraites, vous aurez la France Insoumise qui déposera une motion de censure, et vous aurez une partie de la gauche qui sera fondée à dire, en fait, la base du compromis, c'est terminé, l'engagement n'existe plus, et il y a un risque très fort que le gouvernement tombe. Et donc c'est là-dessus, et tout ça va se jouer, mardi, exactement. Et le pari de Sébastien Lecornu, c'est celui de la responsabilité, en disant prenez vos responsabilités, soyez responsables, trouvez un accord. Vous ne pouvez pas faire capoter l'ensemble de la séquence. Ce qui est quand même une posture courageuse, en tout cas ferme, et qui n'est pas la solution de facilité. Absurde. Absurde. Ça fait des années que tous les budgets de la France ont été adoptés avec le 49.3. Ah, donc vous ne pensez pas comme Valérie? Je pense que le 49.3... Mais moi, je suis pour le 49.3, attention. Oui, non, mais j'essayais de vous expliquer ce que pensait Sébastien Lecornu dans sa tête, mais ce n'était pas mon avis. D'accord. Je vous rappelle que le 49.3, ça veut dire, vous avez un texte, ce texte est pour moi fondamental. Si vous votez une motion de censure contre, je tombe et le texte aussi. C'est quand même une arme très intéressante. Il y a pire. En Allemagne, il y a l'article 67 qui dit « Si vous me faites tomber là-dessus, je tombe et vous devez nommer en même temps un nouveau chancelier, sans quoi je ne tombe pas. » Ils ne l'utilisent pas du coup. Alors, le 49.3, il devrait l'utiliser. Il a promis au Parlement... Oui, mais tout à l'heure, vous disiez que, Roland, il faut du compromis. Donc... Mais quand le compromis n'est pas possible, il y a une issue. C'est ça l'avantage des institutions de la Ve République. L'issue, c'est... Alors, vous en voulez vraiment ou pas? Si vous en voulez pas, tac, vous me renversez en même temps. C'est très logique.
on devrait utiliser le 49.3 comme on l'a fait à chacun des budgets de chacune des années précédentes. Alors pourquoi il ne le fait pas? Mais parce qu'il veut montrer au Parlement qu'il respecte la souveraineté du Parlement. Il l'a dit une fois et du coup il se sent pieds et poings liés. Mais enfin il a un article de la Constitution qui lui permet d'agir autrement. Il lui permet d'agir autrement. C'est ce que dit Hollande. Il me semble que l'explication serait la suivante. On va faire des plans. C'est que autant il pense que le budget ne sera pas possible de voter le budget, ça sera impossible de voter le budget. Parce que le budget, c'est rentrer dans la majorité. Vous n'avez pas demandé aux oppositions de voter un budget. Alors elles peuvent s'abstenir courageusement. Oui, mais donc moi je pense que le budget, je ne vois pas comment il peut éviter le 49.3 sur le budget. Je prends des risques, mais je me trompe peut-être. Il dira non. Mais il pensait que le projet de loi sur la sécurité sociale pouvait passer. Pour quelle raison? Parce que comme l'a dit Stéphane, et ce projet de loi contient la suspension de la réforme des retraites. Oui. Ce qui lui donnait de facto le soutien du Parti socialiste. Mais je pense qu'il a une blessure d'orgueil là, sur ce sujet-là, parce que le paradoxe hallucinant de cette situation, quand même, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, c'est que ce n'est pas les oppositions qui sont contre. Même Laurent Wauquiez, il serait prêt à le voter. C'est son propre camp. C'est ça oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Philippe, mais c'est le bloc central. C'est pour ça que Michel Debré avait inventé le 49.3. Si vous lisez les débats préparatoires à la Constitution, il le dit expressément. Ça sert surtout par rapport à sa propre majorité, si elle n'est pas disciplinée. Non, mais vous vous rendez compte? Oui, mais vous vous rendez compte l'échec politique que ça serait, si jamais il n'obtient pas le vote de la majorité, quand même, par rapport à son avenir je ne crois politique. pas. Si vous faites le 49.3 et que vous passez, c'est une victoire. Oui, mais il a... Enfin, c'est quand même paradoxal d'avoir le vote des oppositions et de ne pas avoir le vote de son camp. Non, mais la motion de censure, elle n'est adoptée qu'on ne compte que les gens qui votent non, mais la censure. Je parle du vote, je ne parle pas du 49.3. Ah oui, mais moi, je parle du 49.3. Là, c'est un moyen de contraindre sa majorité. Non, mais pour que les choses soient claires, Roselyne, parce qu'il y avait un doute, j'étais convaincu qu'il allait avoir recours au 49.3. Oui, mais là, il a promis que non. D'autant qu'elle est réclamée à corps et à cri par tout le monde. Par tout le monde. Ça, et peut-être même par les socialistes, mais mezzo voce quand même. Oui. Non, les socialistes, ils sont pour. Oui, d'accord, mais ils l'ont dit de manière si claire. Boris Vallaud a dit, vous ne pouvez pas demander au Parti socialiste de voter tout seul votre budget alors que vos copains ne le votent pas. Oui. Bon. Mais alors, je voudrais qu'on se penche, Stéphane, sur le cas d'Édouard Philippe, parce que lui aussi a une stratégie, mais laquelle? Alors, la première est de cohérent avec lui-même, se démarquer peut-être du bilan macroniste et peut-être s'adresser aussi aux électeurs de la droite libérale. C'est un placement et c'est un choix qui montre très bien qu'il est en rupture totale avec le camp présidentiel. C'est pas nouveau, mais là, cette fois-ci, c'est confirmé. Je crois qu'il n'y a plus d'ambiguïté. Il n'y a plus de socle commun, il n'y a plus de bloc central, il n'y a plus... Voilà, l'ex-camp présidentiel il reste Gabriel Attal. Est totalement dégingandé. Excusez-moi, mais je ne suis pas sûr que Gabriel Attal soit le meilleur et le plus fervent soutien d'Emmanuel Macron. Oui, mais il reste loyal dans les faits et dans les votes. Non. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que la décision qui a été prise mardi en bureau de politique d'Horizon, c'était mardi matin, c'était de ne pas voter ce budget en l'état, parce qu'il y a ce que vous avez très bien expliqué tout à l'heure, il y a 2 points sur le budget de la sécurité sociale, qui est l'augmentation de la CSG pour le patrimoine et la suspension de la réforme des retraites, qui vont à l'encontre de tout ce que Édouard Philippe professe depuis des années, notamment sur la nécessité de rallonger le temps de travail, etc., la durée de cotisation. Donc, en fait, lui, son problème, et le problème de son parti, c'est d'être cohérent. C'est d'être cohérent, pourquoi? Vis-à-vis de ses électeurs. Il prépare aussi les prochaines élections. Il se démarque de la figure présidentielle d'Emmanuel Macron, c'est une chose, parce qu'il a ses ambitions pour la présidentielle, mais il n'y a pas que ça. Il y a une autre élection qu'on oublie, c'est les municipales. Les municipales, c'est l'année prochaine, et je vous rappelle que Horizon, la spécificité d'Horizon, c'est que c'est un parti de maires. Vous avez beaucoup de maires dans Horizon, et c'est la force de ce parti. Et le premier d'entre eux, c'est Édouard Philippe, il est maire du Havre. Et donc, en fait, il a besoin aussi de se positionner par rapport à ce qu'il pense être une ligne claire vis-à-vis de ses électeurs pour les prochaines échéances électorales, à commencer par les municipales. Mais est-ce que ça ne pourra pas lui être reproché il était l'acteur du chaos actuel? Est-ce que
Ses électeurs s'en souviendront en 2027 en disant il a quand même voulu la démission d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas passé puisqu'on a vu dans les sondages que directement il baissait. Oui. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui peut ressortir et lui être reproché à ce que disait en temps et en heure? Pétain, les Français n'ont pas la mémoire courte. Ils se souviennent des choses. Et ils se souviennent aussi du bilan d'Édouard Philippe, qui n'est pas tout rose dans l'esprit public. Et maintenant, de la façon dont il crache dans la soupe. Oui. Quand il dit qu'il ne doit rien à Emmanuel Macron, il doit tout à Emmanuel Macron. Donc cette façon de trahir au milieu du chemin, je ne suis pas sûr. Et d'ailleurs, il baisse dans les sondages. Oui. C'est d'ailleurs terrible parce qu'il reparle depuis quelque temps pour se refaire une visibilité et une popularité, et ça ne marche pas. Il est donc, à mon avis, dans une impasse. Il faut qu'il trouve autre chose à dire que de taper sur Macron. Alors, je suis d'accord avec Stéphane, les municipales sont très importantes. Elles sont très importantes pour son parti Horizon, et elles sont très importantes pour lui. Le Havre, c'est pas gagné à l'avance. Il y a une gauche puissante au Havre, elle a déjà jadis gouverné le Havre. Ça va être une des villes à surveiller le soir des résultats des municipales en mars prochain. Oui. Déjà, ce sera un premier... Concernant Édouard Philippe, je suis d'accord avec ce qui a été dit, évidemment, mais ceci explique cela. C'est-à-dire que ça baisse dans les sondages. Il a quand même perdu 10 points en 6 mois. Enfin, c'est très, très fort. Ah, oui. C'est une grosse baisse. Et, qui est lié à son... je pense... Alors, sa sortie comme sur vous l'avez Macron. dit, Roselyne, quand il a pris du recul et qu'il a appelé à la démission d'Emmanuel Macron, c'était pas aussi clair que ça, mais qu'il l'a envisagé, ça lui a pas réussi. Je veux dire, il a immédiatement perdu 2 ou 3 points. Il est en train de dégringoler. C'est pas quelque chose que les Français aiment, si vous voulez. Et du coup, je pense qu'il cherche à rebondir, à ressortir. Il s'est convaincu qu'il fallait absolument se mettre en décalage vis-à-vis d'Emmanuel Macron, dont la popularité est au plus bas. Et il cherche tous les moyens pour le faire. Ouais. Et moi, Côté Ganelon de Roncevaux, quand même. je ne pense pas que ça va fonctionner. Mais juste un petit... comme vous avez parlé du fait qu'il crachait dans la soupe, ça m'évoque... Quand même, je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Quand Emmanuel Macron a fait le bilan du quinquennat de François Hollande, où Emmanuel Macron avait été 2 ans secrétaire général adjoint de l'Élysée et 2 ans ministre de l'économie, il a fait un bilan sacrément négatif. Ouais. Et on peut lui renvoyer. Donc il est en train, souvent dans la vie, on vit ce qu'on a fait soi-même. Moi, j'ai remarqué ça. La loi du boomerang. Non, mais ça vous revient toujours. Oui, le boomerang. Ça arrive souvent. Mais aussi, un invariant de la vie politique, c'est la trahison. Est-ce que dans le fond, il n'y a pas ancré dans leur inconscient que pour accéder au siège suprême, au fauteuil suprême, c'est-à-dire à l'Élysée, c'est trahir? Je sais pas, peut-être. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'Édouard Philippe a besoin de se démarquer. Et donc, c'est aussi le choix qu'il fait par rapport à sa baisse de popularité dans les sondages, etc. Puis le besoin de se relancer et de s'affirmer. Je pense qu'il y a cette chose-là, mais je crois qu'il y a une erreur, basique et qui a très bien été soulevée par Roland Querol. En fait, les Français adorent détester leur président. Ouais. Mais en fait, ils veulent pouvoir le faire directement et ils veulent pas que ce soit fait par d'intermédiaires. Voilà. Ouais. Et donc le côté traître, trahison, etc., un coup de poignard dans le dos, ça passe pas du tout, y compris chez les gens qui détestent, qui abhorrent Emmanuel Macron. Je suis pas sûr que ça lui permette de marquer des points. Et c'est ce qu'on voit dans les sondages. Ils marquent pas de points, c'est le même l'inverse. Mais sur l'idée il y a des trahisons qui ont marché. Voilà. Chirac par rapport à Balladur, Sarkozy par rapport à Chirac. Surtout, moi j'allais dire. Oui, Nicolas Sarkozy. Voilà, il a mis un certain marcher. temps quand même. Mais il a Alors le fini problème, par y c'est qu'il faut savoir le faire. Voilà. Il ne faut pas que ça ait l'air d'une trahison. Oui, et dans l'histoire, l'histoire du traître. Mais pour en revenir à Sébastien Lecornu, est-ce que lui est en train, alors c'est un peu tôt pour le dire, mais est-ce que c'est un présidentiable ? Bien sûr, c'est son objectif depuis qu'il est... non, mais on disait il n'a pas d'ambition. Oui, tu parles. Non, alors je crois, sincèrement, je crois que non, mais c'était un peu... sa prochaine étape, je pense pas l'homme de l'ombre, quoi. Je pense pas qu'il soit sur un orbite direct pour la présidentielle. Il a 39 ans et tout le monde
n'est pas comme Jordan Bardella à se voir président de la République à 30 ans. Non, mais rappelez-vous, quand il a été nommé, tout le monde disait, mais il n'a pas d'ambition professionnelle. Non, alors sa vraie ambition depuis tout le temps, c'est d'être président du Sénat. Donc, c'est l'étape intermédiaire. C'est assez surprenant à 39 ans d'avoir envie d'être président du Sénat, mais c'est son ambition. Et ensuite, il se voit président de la République. Mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. C'est exactement ça. Voilà. Après, si je peux me permettre, je vous rappelle que tous les premiers ministres en exercice qui ont voulu devenir président se sont plantés. C'était le cas de Lionel Jospin, c'était le cas. Pas direct, pas en 2027. C'est vrai, oui. Ceux qui étaient en poste au moment où ils se sont présentés, ils ont fait campagne en étant Premier ministre en disant oui, on ne franchit pas la marche directement. Non, mais l'ambition de Lecornu, elle n'est pas pour maintenant. En gros, je vois pas du tout Sébastien Lecornu nous faire une baladure, c'est-à-dire finalement je suis bien dans le poste, ça marche, je deviens populaire, les gens me veulent, me réclament. Oui, mais à la différence que Macron n'est pas Chirac, puisque Macron ne peut pas se représenter. Oui. Donc ça ne serait pas vu comme une trahison. C'est vrai, mais à mon avis, on ne parle pas de 2027 là. Non. On parle de c'est pour plus tard. On verra bien. Mais là, je ne vois pas comment ce serait possible d'imaginer une candidature Lecornu en 2027. Pour l'instant, il construit son image politique. Les partis le bloqueraient. Oui, mais tout à fait. Oui, mais là, en 27, les partis le bloqueraient, je pense. Et que dire du jeune Bardella, mon cher Roland, qui tutoie les sommets dans les sondages? Écoutez, moi, mon hypothèse, mais je reconnais que c'est une pure hypothèse, c'est que dans une campagne présidentielle, Marine Le Pen tient le coup de mieux en mieux. Elle a fait des campagnes présidentielles, 3 campagnes, et elle s'est améliorée à chaque fois. Elle ne dit plus absolument n'importe quoi. Elle ne confond plus les turbines et les téléphones. Oui, maintenant, elle travaille les dossiers, elle sait où elle va, elle sait aussi esquiver quand elle ne sait pas. Voilà, elle est une candidate tout à fait probable, si elle n'a pas d'ennui judiciaire, qui devrait faire le plein des voix du RN. Bardella, je ne sais pas, franchement, si cette popularité n'a pas quelque chose d'un peu factice. Lui-même, il a quelque chose d'un peu factice. C'est une sorte de perroquet savant qui répète bien les paragraphes du programme du parti. Dès qu'il est placé devant une contradiction, on le sent un peu gêné. Donc, affronter une campagne présidentielle à 31 ans, sans avoir ce bagage, sans être si convaincant que ça dans les débats, je ne suis pas sûr que l'endroit où il est aujourd'hui dans les sondages doive être considéré comme quelque chose de probable pour lui. Je pense que ce sera beaucoup plus difficile. Donc si on veut souhaiter quelque chose de positif au Rassemblement national, ce qui n'est pas mon cas, il faut souhaiter que Marine Le Pen ne soit pas condamnée à nouveau et qu'elle puisse se présenter. Alors, oui. Non, mais l'hypothèse selon laquelle Marine Le Pen pourrait se présenter est extrêmement faible. Elle est faible. Parce elle va forcément être condamnée, étant donné le dossier qu'elle a. Elle va le être problème condamnée, est de savoir si son il faudrait inéligibilité à moins de 2 ans d'inéligibilité. Oui. Il faudrait que ce soit à moins de 2 ans d'inéligibilité pour qu'elle ait le temps d'avoir sa peine avant. C'est arrivé à Juppé. Mais c'est quand même des drôles de façons de faire campagne, quand même. Oui, mais Juppé a eu droit à une réduction de sa peine d'inéligibilité en appel. C'est de loin la moins probable des hypothèses. Je suis d'accord, malheureusement, pour eux. Ouais. Et justement, moi, je suis d'accord avec vous, en revanche, sur le fait que Jordan Bardella, candidat, ce qui... lui, dans sa tête, c'est quasiment fait. En fait, je veux dire, il se comporte vraiment comme il sort ses livres et machin. Enfin, je veux dire, les sondeurs, d'ailleurs, je pense que vous êtes ou vous avez été sondeur, Roland, ne sondent plus Marine Le Pen. C'est quand même assez exceptionnel comme situation. Personne ne la sonde, c'est terminé. Pas personne, mais presque personne. Presque personne ne la sonde. C'est vraiment parce que Jordan Bardella est le candidat aujourd'hui. Vous croyez qu'elle en prend Ah oui, ça l'agace considérablement, je pense. Oui, ça l'agace absolument considérablement. Mais la question, effectivement, pour avoir suivi d'un peu près la campagne des Européennes, Jordan Bardella n'a pas été bon pendant la campagne des Européennes. En fait, ce qui se passe dans ce pays, c'est que les gens ont envie de voter Rassemblement national. Oui. On a l'impression qu'on peut mettre n'importe quel candidat, le score serait à peu près le même. C'est vrai.
Après, il faut quand même Mais tenir... une présidentielle, c'est plus dur. Alors, voilà, il faut quand même tenir une campagne, et en plus de ça, une campagne présidentielle. Oui, on parle de tout dans une campagne présidentielle. Exactement, de tout. Et en plus de l'international, ce qui est quand même un vrai sujet, étant donné les positions du Rassemblement national par rapport à Poutine, par rapport à l'Ukraine, par rapport à tout ça. Donc, c'est quand même une vraie question existentielle forte. Et la question, c'est ce qui serait capable de tenir une campagne. Et moi, j'allais dire que tout l'enjeu de cette présidentielle, c'est la qualité de celui ou de celle qui sera contre lui. C'est ça le vrai sujet, en fait. Et comme on ne sait pas qui ça va être, on ne sait pas, parce que les gens peuvent se révéler. Oui, c'est pour ça que les sondages... Les gens peuvent se révéler. Peut-être qu'il y a quelqu'un, Emmanuel Macron, on le connaissait sans le connaître vraiment, et il s'est révélé. Non, mais je veux dire, quelqu'un peut se révéler. Quelqu'un qu'on connaît déjà peut se révéler. Oui, mais la question, c'est... Ah bah, si vous voulez. Non, moi, je pense que, si vous voulez, je pense qu'il y a juste une dimension qui peut poser problème. C'est-à-dire que, est-ce que Jordan Bardella pourra tenir la route dans le cadre d'une campagne, etc., qui promet d'être à couteau tiré, longue, dure, etc. Je ne suis pas sûr. Mais par contre, est-ce que ça va l'empêcher de gagner ? Je suis pas certain. Parce que, en fait, une des choses à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui, c'est un glissement du pouvoir. Autrefois, le pouvoir, en fait, les personnalités qui incarnaient le pouvoir, notamment le pouvoir politique, c'était des gens d'expérience, particulièrement bien formés, compétents, issus des grands corps, ENA et compagnie. Aujourd'hui, on vit dans un monde, dans une société où il y a un glissement du pouvoir. Ce ne sont plus ces grandes figures, les grands patrons, les énarques, etc., qui incarnent le pouvoir aujourd'hui. Pour la génération qui monte, ce sont les influenceurs aujourd'hui qui incarnent le pouvoir. Et Jordan Bardella, c'est pas un homme politique, c'est un influenceur. Moi, je pense que sa popularité, sa très grande popularité, elle vient de là. Et le problème, c'est que si on est vraiment dans cette bascule-là... C'est du show trumpiste. Si on est vraiment dans cette bascule-là, il peut gagner, même en faisant une mauvaise campagne. C'est justement la question que je voulais vous poser, et je la pose à Roland. Justement, on a toujours eu des présidents de la République cortiqués intellectuellement, qu'on parle de Gaulle à maintenant. On dise quoi que ce soit sur Emmanuel Macron, il y a de la matière grise. Jordan Bardella, effectivement, 30 ans, pas d'études après le bac, etc. Est-ce que ça peut être un handicap ou au contraire, comme le dit Stéphane, on est dans un total basculement, c'est-à-dire... Moi, je crois que le basculement dont parle Stéphane, il existe, mais que l'électorat est le plus âgé de l'histoire du suffrage universel. Nous n'avons jamais eu un pays aussi vieux qui votait. Et de surcroît, c'est plus de 65 ans, plus de 70 ans. Ils votent plus que les autres. Donc c'est quand même une espèce de barrage à cette novation, cette irruption dans le domaine politique de ces jeunes gens arrogants. Moi, il me semble en plus qu'étant donné les enjeux internationaux, les gens regardent leur écran de télévision. Il y a des chaînes qui, quand ils parlent de la guerre, font des cartons d'audience jour après jour. Il me semble que peut-être certains pourraient avoir peur aussi de confier un avenir aussi incertain, aussi dangereux, aussi hypothétique à des gens sans aucune expérience du tout. Je veux dire, on a vécu un Emmanuel Macron très jeune qui a surendetté la France quand même. Je pense qu'il n'y a pas d'exemple dans la Ve République d'un bilan économique aussi mauvais et aussi inquiétant que celui qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que les Français vont recommencer à faire confiance à quelqu'un sans expérience, étant donné de l'état du monde, étant donné de la menace à la frontière en Europe, etc. Oui, mais vous le disiez tout à l'heure, les Français ont envie de se donner au Rassemblement national. Pour l'instant, oui, parce qu'ils sont en colère. C'est plutôt aux sondeurs d'être plus aguerris que moi sur ce sujet-là, mais l'impression qu'on a, c'est qu'ils sont en colère, ils ont l'impression que rien ne va, qu'on n'a jamais essayé le Rassemblement national, qu'il faut essayer et qu'on verra bien. Voilà, c'est un peu... Mais comment est-ce que Bardella va nous parler de Vladimir Poutine Il y a quand même des sujets lourds sur la table, en fait. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que c'est la grande incertitude. Et à propos de démocratie, de Poutine, et le titre de votre livre, mon cher Roland, Démocratie en danger, alerte mondiale, démocratie en danger. Et c'est aux éditions de l'Aube, de mémoire. Merci Stéphane, merci Valérie pour ce
ce débat calme et sympathique. Tout arrive. Merci à Flore Simon et merci à toute l'équipe technique. À très vite.